cloud. Hop, hop. Donc, je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Donc voilà, vous allez pratiquer jeudi par groupe de 2. Moi, je vais naviguer de salle en salle pour vous écouter, voir si tout va bien. Voilà. No pressure. Donc, c'est un premier jet. On va essayer d'en faire 2 de plus ensuite. Le jeudi d'après, et puis la séance qu'on avait loupée parce que j'étais à faune sans voix. Tout ça pour vous, ça vous fera 3 fois 45 minutes environ de pratique où on se relance tranquillement. Et moi, ce que je vous propose après, c'est pourquoi pas faire des binômes ou par 3, ou mettre par groupe de 3, puis continuer cet été en essayant de trouver un créneau qui vous convient à tous pour se retrouver. Enfin, par 2, c'est mieux, comme ça, moi, c'est plus facile de trouver un moment qui fonctionne. Mais l'idée, c'est de vous relancer un petit coup, réaliser que c'est pas si compliqué, que c'est pas grave de faire des fautes, etc. Et ensuite, moi, je vous conseille de garder un binôme entre vous. Pourquoi pas s'écrire, s'envoyer des SMS simplement, ou peu importe, WhatsApp ou n'importe où. Comme je vous l'ai dit, à l'écrit, le fait de communiquer à l'écrit, ça vous permet de prendre le temps d'aller dans un dictionnaire, etc., etc. Donc, le fait d'avoir un partenaire linguistique qui est comme vous en train d'apprendre l'anglais, c'est super parce que ça vous permet de mettre en pratique, etc. C'est pas grave si vous n'avez pas toujours un prof qui est là pour vous corriger. Parce que je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi, en tant que prof, j'ai déjà eu des élèves pendant 30 heures de cours. J'avais beau leur expliquer leurs fautes, ils continuent de les faire. Donc, les fautes, même si on vous les corrige, il va falloir un petit peu de temps pour que vous les mettiez, vous corrigiez, etc. Parfois, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la règle que vous faites la faute, c'est juste, vous pensez en français, vous traduisez, et vous n'avez pas encore, il y a d'autres choses à mettre en place avant de mettre la grammaire, par exemple. Donc, il n'y a pas de souci pour communiquer et pratiquer à l'écrit ou à l'oral avec quelqu'un qui aussi apprend l'anglais. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un prof tout de suite. Donc, vous pouvez faire ça, vos binômes pour cet été. On en parlera à la fin de cet accompagnement. Vous aurez cette possibilité-là pour pratiquer. Et après, je vous donnerai des applis qu'on peut utiliser pour trouver des partenaires de langue. Donc là, vous pourrez trouver un natif, un anglophone. Et là, par contre, la personne voudra certainement parler le français. Mais ça vous donnera donc 2 opportunités pour pratiquer. L'idée, donc, c'était de revoir pas mal d'anglais, de revoir pas mal de choses, de voir comment vous pouvez progresser vous tout seul. Et ensuite, la pratique, vous allez pouvoir mettre en place ça cet été et ainsi de suite à l'automne. Parce qu'après, c'est clairement, il faut les 2, quoi. Il faut que vous appreniez, vous, avec les applis que je vous présente, avec les techniques que je vous montre, et ensuite que vous pratiquiez, parce que comme ça, la combinaison des 2 fait que vous allez énormément progresser. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, mais je vous donnerai accès à la formation de niveau intermédiaire. Vu ce qu'on a revu jusqu'à présent, je pense que là, vous êtes déjà prêts pour aller utiliser la plupart du contenu. Surtout la prononciation, le vocabulaire aussi. Donc, c'est parti. Tac, tac. Je vous partage mon écran et je vais vous montrer 2-3 petites choses. Hop, hop, hop. Est-ce que je montre ça? C'est mes mails, mais je vais changer de page. Alors, bougez pas. Non, ça va pas. Je vois pas. Voilà. Est-ce que vous voyez le dictionnaire là? Oui, c'est bon. Ouais. Ça marche. Parfait, merci. Est-ce que là, vous voyez toujours le dictionnaire? Il n'y a rien d'autre qui est apparu? Que je sache qu'est-ce que vous voyez à l'écran. Là, moi, j'ai mis mon document Word en même temps, mais si vous ne le voyez pas, c'est tant mieux. Si vous voyez que le dictionnaire, c'est top. Vous Oui, voyez c'est les le 2? dictionnaire, là. Que le dictionnaire. Ouais, moi, c'est parfait. Ok, donc si vous avez votre document ouvert là, je vous ai remis grammaire avec le dictionnaire DeepL pour vraiment vous faire comprendre que la grammaire, ça ne doit surtout pas être votre bête noire et que plutôt que de réviser la grammaire avec les modos, je vais y arriver, les temps, ensuite les prépositions, etc. Il vaut mieux y aller phrase par phrase et la grammaire, vous allez la réviser quand vous vous posez la question de comment je dois traduire cette phrase, cette expression. Là, il faut que, ce serait de la grammaire en théorie, on pourrait vous faire une leçon avec la différence entre I have to et I must, on l'a déjà vu un petit peu, mais ça ne va pas vous aider une fois que vous allez être en train d'avoir votre il faut que dans votre tête. Le fait de savoir que I have to, c'est une obligation, I must, c'est une obligation, mais qui est un peu plus forte, ça vous apporte rien. Par contre, le fait d'identifier il faut que égale I have to, et dans certains cas, on peut dire I must, si vraiment c'est fort, là oui, ça vous aide. Donc, utiliser un dictionnaire, c'est top pour votre grammaire, pour moi, c'est le meilleur des outils. Donc là, il faut que ça commence à rentrer que il faut que j'aille, et j'aille, c'est un subjonctif en français, mais en anglais, il n'y en a pas, et bien en face, l'expression qui correspond, c'est I have to go. Vous voyez que le dictionnaire, il vous propose d'autres alternatives. I have to go there, je dois aller là-bas. I need to go, qui veut dire je dois y aller. Et I've got to go, là c'est pareil. Globalement, le dictionnaire DeepL, il va vous proposer donc une première alternative là au-dessus. Si vous n'en gardez qu'une, gardez celle-là. Et il va vous proposer d'autres façons de dire globalement la même chose. Hop, Isabelle qui arrive.
Donc voilà, il faut que j'y aille. Globalement, la grammaire, il faut la retenir comme ça. Une phrase en français égale une phrase en anglais. Vous pouvez vous faire pour la grammaire des phrases, vous pouvez vous faire des flashcards pour la grammaire aussi. Et ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est hyper intéressant. Il ne faut pas vous croire que les flashcards, c'est juste du vocabulaire. Par exemple, ordinateur, computer, vacances, vacations ou holiday, essayer quelque chose, to try something, to try out something. Ça peut être aussi pour la grammaire. Vous pouvez faire des courtes phrases d'un côté en français, de l'autre côté en anglais. Donc, exactement ces phrases-là, par exemple. Hein. Il faut que j'y aille, et de l'autre côté, I have to go. Pour que ça devienne automatique, à chaque fois que vous voyez votre carte, que ce soit sur Quizlet ou une carte papier, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je progresse, il faut que je ne sais quoi, il faut que je fasse. Ben, ça devient automatique au bout d'un moment, I have to do it, I have to go, I have to something. Donc pour moi, la grammaire, c'est comme ça qu'on va la retenir. Là, je vous avais mis dans le document aussi, j'ai hâte d'y être. Pareil, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur une flashcard. J'ai hâte, vous avez retenu maintenant qu'on a différentes choses en face. I'm looking forward to it, ça marche. Et on peut dire aussi tout en bas ici, I can't wait to get there. Et là, si je vous mets juste j'ai hâte, point, il va nous proposer, vous voyez là, I can't wait, I look forward to it, I'm looking forward to it. Il n'y a pas énormément de différence là entre la phrase là et la phrase là, il n'y a quasiment pas de nuance. Donc pareil, c'est une expression j'ai hâte qui est figée en français et il faut que vous reteniez telle qu'elle en anglais, sans forcément vous demander le pourquoi c'est look forward, qu'est-ce qui fait là ce forward. Il faut vraiment retenir cette expression comme elle est figée comme ça et que vous puissiez naturellement la réutiliser vous quand vous avez envie de dire j'ai hâte, je suis pressée de quelque chose. Donc, alors, le dictionnaire, ça peut vous aider. Il y en a qui m'ont posé des questions par rapport aux phrasal verbs. Vous savez, ces verbes qui ont une préposition. Donc, justement, look forward, ça c'est un phrasal verb. Je vous l'ai mis ici. Donc, on a look qui veut dire voir. On lui rajoute une préposition et ça fait un autre verbe, en fait, tout simplement. Ils fonctionnent les deux ensemble et ils veulent dire autre chose. Look forward, avoir hâte. Si vous dites par exemple look for, ça veut dire chercher. Si vous dites take off, justement, ça veut dire enlever. Donc en fait, un phrasal verb, c'est juste un verbe composé de deux mots, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Et le petit challenge avec les phrasal verbs, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre l'objet, en fait. Donc ici, si vous dites enlève tes chaussures, s'il te plaît, il faut que vous sachiez, enfin, des fois l'interrogation, et c'est ça qui fait que vous avez du mal à utiliser les phrasal verbs parfois, c'est que vous ne savez pas trop si vous devez dire take my shoes off ou take off my shoes. Vous voyez là dans le dictionnaire, ce qui est bien, c'est qu'il vous propose, en fait, il va vous le dire, tout simplement. Donc, si vous avez une interrogation par rapport à ça, ce phrasal verb, est-ce qu'on dit take off my shoes ou take my shoes off, pas forcément le mieux, mais une alternative, c'est de vous taper une phrase dans le dictionnaire DeepL et il va vous proposer, en fait, il va vous dire tout simplement où est-ce qu'on doit mettre cet objet en plus, quoi. Donc là, vous voyez, on a please take off your shoes ou please take your shoes off. Donc là, le dictionnaire vous dit que les deux sont possibles. Donc voilà, le cas de figure, là, pour le coup, les deux fonctionnent. Je vous ai mis aussi n'abandonne pas. Hop. Vous voyez que c'est un phrasal verb aussi. Je ne sais pas si celui-là, vous l'aviez retenu. Donc, n'abandonne pas. En anglais, on dira don't give up. Donc, ce qu'il faut retenir avec les phrasal verbs, c'est que parfois, vous ne pensez pas vous en servir, en fait, parce qu'en français, on a un verbe, donc c'est juste un mot seul, et souvent, vous pensez qu'il y a un verbe en face en anglais. Mais là, le verbe abandonner, on n'a pas d'autre, si on peut dire abandon, ça s'utilisera quasiment jamais. En face, là, pour le coup, on a deux mots, en fait. Donc, vous n'avez pas toujours le réflexe de vous en servir. C'est pareil pour, par exemple, je vais voir ce qu'il propose. Je n'ai pas cherché avant de pouvoir. Voilà. Si vous dites, par exemple, je me débrouille en anglais. Attendez.
Ne regardez que celle-ci. Se débrouiller dans quelque chose, donc souvent on va dire dans une langue étrangère, ça peut être aussi se débrouiller financièrement, je m'en sors à peu près. En anglais, on va dire to get by. Et j'ai souvent des élèves qui disent ah bon, c'est si simple que ça. Bah oui, en fait, vous avez un verbe en français et parfois en face vous avez soit en anglais, pardon, en face vous avez un verbe ou parfois un phrasal verb. Mais c'est pour ça que vous n'y pensez pas toujours parce que vous attendez à ce qu'il y ait un verbe aussi en face. Donc le dictionnaire, là aussi, il va vous aider plutôt de vous à avoir à faire, je cherche des mots dans le dictionnaire, je réfléchis au temps que je dois utiliser, aux prépositions que je dois utiliser et je fais ma sauce, je construis ma phrase. Ça va tout simplement vous régler tous vos problèmes. Ça va vous montrer comment créer la phrase. Pourvu que vous regardiez, vous avez tapé votre phrase, bah tiens, je veux dire, je me débrouille en anglais. Pourvu que vous regardiez un petit peu en face ce qu'il vous propose et que vous analysiez un peu, ça va vous être très utile d'utiliser un dictionnaire pour faire vos phrases. Si vous avez encore du mal là aujourd'hui à construire vos propres phrases, utiliser un dictionnaire, ça peut grandement vous aider. Je vous ai mis une autre phrase, là ici. J'ai perdu mon téléphone, je le cherche partout. Là, vous voyez, j'ai perdu. Là, vous pouvez déjà bloquer sur ça. À vous dire, mince, quel temps je dois mettre. Est-ce qu'on dit I lose my phone, I've lost my phone, I lost my phone? Est-ce que c'est un verbe qui est régulier ou pas? Vous voyez que le dictionnaire, il vous a donné tout simplement la réponse. I lost my phone, donc il vous l'a mis au passé. Et là, je le cherche partout. Déjà, ça peut peut-être vous perturber le cherche. Où est-ce qu'on va caser ce le? Chercher, c'est bien look for, mais est-ce qu'on dit I look my phone for? Est-ce que je dis I look for my phone? Donc voilà, vous mettez votre phrase telle quelle, une phrase assez courte dans le dictionnaire et en face, vous regardez un petit peu. Vous voulez que vous vous disiez, ah ouais, tiens, j'ai perdu, il n'a traduit par I lost. Ok, il n'y a qu'un mot en anglais, là où en français, on en a deux. Je le cherche partout, ça se traduira par I'm looking for it everywhere. Et c'est clairement ça qu'on le dirait. Là, on a donc look for, qui est un phrasal verb, qui veut dire chercher. Et vous voyez qu'on a le it, qui est placé ici. Everywhere, qui veut dire partout. Et le dictionnaire a choisi de vous mettre ing. Et là, pour le coup, ça marche très bien. Là, tout de suite, je suis en train de le chercher. Je le cherche partout. C'est maintenant que je le fais. Donc voilà, le dictionnaire va vous dire le temps qu'il faut mettre. Il va vous ajouter les prépositions. Vous n'avez aucune question à vous poser. Et utiliser de préférence, moi je préfère DeepL que Google Trad parce qu'il est bien plus, il est bien mieux tout simplement. Donc n'hésitez pas. La même chose. Si je dis je suis perdue, je dirais juste I am lost. Alors oui, alors attention, ouais, c'est tout à fait ça, I'm lost. Mais regarde, la différence ici c'est I lost et quand on dit je suis perdu, I am lost. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Vous voyez la différence? Je suis perdue, j'ai perdu mes clés. Hop. La différence, I've lost my keys. Ok. I am lost, je suis perdue. Je suis perdue, je sais plus où je suis. I have lost, là pour le coup, on va mettre, pas qu'on soit trop embêté. Voilà, j'ai perdu mes clés hier. Voilà, yesterday I lost my key. Donc il y a juste, c'est comme en français en fait. Là il y a le verbe être. Je suis perdue. Là il y a le verbe être aussi. Alors qu'ici on va dire c'est pas nous qui sommes perdus, on a perdu quelque chose. Je vous avais mis un dernier exemple. Ce week-end je reste chez moi. Je reste chez moi ce week-end. Voilà. Ici, donc je reste chez moi ce week-end. Là, vous pourriez vous dire ce week-end, donc on parle du week-end prochain, c'est dans le futur, quel temps je vais mettre. I will stay, I'm going to stay, I'm staying. Vous avez plusieurs alternatives en anglais. Vous ne posez pas trop de questions. Vous mettez votre phrase dans le dictionnaire et en face, vous voyez qu'il vous a mis le présent continu et c'est ça qu'il faut mettre. Ça va très bien. I'm staying at home this weekend. Et petit à petit, à force de faire ça, de faire votre phrase assez courte, de la traduire et de voir, ah oui, donc at home, c'est chez moi. Quand je reste chez moi, c'est at home. On va mettre this weekend pour dire ce week-end, ce ne sera pas that weekend. Petit à petit, essayez de vous faire toute une base de données de petites phrases courtes que vous utilisez tout le temps, souvent les mêmes. Et vous pouvez ensuite les recopier sur des flashcards, papier ou Quizlet, des phrases que vous utilisez tout le temps, les mêmes, des choses que vous pouvez
potentiellement réutiliser dans une conversation, bah, vous les écrivez en français, peut-être une couleur par exemple, rouge ou bleu, peu importe, et l'autre côté, vous mettez en anglais. Petit à petit, pour avoir des réflexes, c'est vraiment quand vous pensez à ce genre de phrase, vous pouvez la traduire automatiquement sans avoir tout le temps à chercher avec le dictionnaire. Et après, je reste chez moi la semaine prochaine. Et ensuite, petit à petit, à force de prendre des réflexes avec ce genre de phrase, je peux même ça, chez moi la semaine prochaine. J'ai fait une faute d'orthographe? Voilà, c'est mieux. Je reste chez moi, au lieu de dire ce week-end, après vous allez petit à petit vous réussir à modifier un tout petit élément de la phrase pour faire vos propres phrases. So, I'm staying at home, on garde le même début, next week, la semaine prochaine. On pourrait dire je reste chez moi cet été, dans le sens je pars pas en vacances cet été, hop, et vous modifiez juste un petit mot. I'm staying at home this summer. Vous voyez, petit à petit, c'est comme ça que vous allez réussir à créer vos propres phrases et à devenir un peu plus autonome. Alors, excusez-moi, je viens de voir seulement qu'il y a des commentaires, donc je vais regarder. Sorry, I'm like, no problem. Alright. Donc, ça marche pour tout, vraiment tout. La grammaire, le dictionnaire, il marche aussi pour ça. Par exemple, vous voyez la différence entre many et much. C'est souvent, quand on explique la grammaire, on va souvent partir de ça, en fait. Quelle est la différence entre many, much et a lot of? Je ne sais pas si vous le savez, mais les trois veulent dire beaucoup. On a many, much, a lot. A lot. Plutôt que de vous expliquer la différence entre les trois, parce qu'il y en a un, c'est quand on a un nom qu'on peut compter. Enfin, en gros, vous pouvez dire trois amis, vous pouvez compter. Par contre, quand vous dites j'ai du temps, on ne peut pas dire un temps, deux temps, trois temps, peu importe. L'explication théorique, elle ne va pas forcément grandement vous aider. Et d'ici à ce que vous vous en serviez, vous allez oublier, peut-être mélanger, puis vous n'allez pas forcément utiliser le bon. Par contre, quand vous avez quelque chose à dire avec beaucoup et que vous ne vous souvenez plus, est-ce que c'est many, much, a lot of ou les deux, et vous regardez dans le dictionnaire. Et petit à petit, vous allez retenir, OK, many friends. Et vous retenez que celui-là. I have many friends. Ou vous voyez en dessous, on a le choix aussi avec I have a lot of friends. Les deux autres, pour l'instant, on laisse de côté. Pour dire j'ai beaucoup d'amis, vous avez le choix entre many et a lot of. Et vous retenez cette phrase comme ça. Many friends, a lot of friends. C'est plus facile d'apprendre la grammaire comme ça que de l'apprendre dans l'autre sens, la différence entre les trois, et ensuite de façon ultra théorique, et quand vous êtes en train de parler, vous ne savez plus lequel il faut mettre. Quand vous dites par exemple j'ai beaucoup de temps, là, I have a lot of time. Là, pour le coup, on ne peut pas dire many times, ça n'a aucun sens. Pareil, c'est une phrase, j'ai beaucoup de temps, ou à l'inverse, j'ai pas beaucoup de temps. C'est des phrases qu'on va utiliser tout le temps. Et donc, ça vaut le coup d'apprendre cette phrase, de la retenir comme ça. I don't have much time. Vous avez vu la différence? J'ai beaucoup de temps. Pour le coup, là, le dictionnaire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Là, pour le coup, avec time, vous pouvez, dans les deux cas, utiliser a lot of. C'est ce qui sera le plus naturel. Vous pouvez dire I don't have much time, mais pour l'instant, oubliez c'est l'autre côté, le much. Dans ce cas-là, ça fait un peu étrange. Donc là, I don't have a lot of time, I have a lot of time. J'ai beaucoup ou j'ai pas beaucoup de temps. Et vous voyez que c'est pas le même que tout à l'heure quand on disait j'ai pas beaucoup ou j'ai beaucoup d'amis. Il faut juste le repérer et puis on en fait pas plus, vous en faites pas plus que ça. Retenez juste cette phrase telle quelle plutôt que d'aller apprendre la différence many, much, a lot of. Pour info, notez que a lot of sera utilisé dans tous les cas de figure. Chaque fois que vous voulez dire beaucoup de quelque chose, vous pouvez toujours dire a lot of something. J'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup dormi. Tout ça, vous pouvez dire a lot of, a lot. Ça marchera dans tous les cas de figure. Le much et many, vous pouvez le laisser de côté dans le premier temps. Ce ne sera pas utilisé si souvent que ça. Attends, je vais regarder vos questions. Much, on parle genre. Alors, si tu dis alors much, tu diras par exemple, en fait, je préfère même pas vous l'expliquer en fait. Le much, gardez-le pour plus tard. Sachez que much et many, on l'enseigne à l'école, mais on oublie de dire qu'en fait c'est assez soutenu. À l'oral, c'est beaucoup plus naturel de dire a lot of.
Si vous dites I have many friends, pourquoi? Si vous dites I don't have much time, c'est un petit peu étrange. Vraiment, si vous ne retenez qu'une chose, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que les deux premiers, ils sont très... Ouais, c'est pas... C'est assez formel, on va dire. Et plus le temps passe, plus l'utilisation de a lot et a lot of prend de l'importance. À l'oral, on va quand même beaucoup plus dire a lot of friends, a lot of time, I have a lot of money, j'ai beaucoup d'argent, que dire I have much money. C'est beaucoup plus... c'est quand même plus rare, quoi. Donc, au pire, many et much, vous le laissez tomber pour l'instant. Vous allez le voir parfois écrit sur using levels, vous allez l'entendre, etc. Mais vous, si vous voulez vous simplifier la vie, j'ai beaucoup d'argent. Ah, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer, mais j'ai beaucoup d'argent. Voilà, I have a lot of money. Ouais. Au pire, ne retenez que celui-là, parce que c'est celui qui est le plus utilisé, quoi. Alright. Donc, je vais descendre un tout petit coup. Je vous ai préparé quelque chose sur le génitif. C'est un mot un peu barbare, mais c'est quelque chose qui n'existe pas en français et qui est très utile pour en anglais. On va voir ensemble. Si je vous demande, je ne vais pas l'écrire parce que sinon vous allez avoir la réponse. Si je vous demande comment dire, je vais retourner à la conversation pour voir vos réponses. Si je vous demande comment dire l'anniversaire de ma fille, par exemple. Qu'est-ce que vous... Si je vous dis la phrase « Hier, c'était l'anniversaire de ma fille », comment vous traduiriez ça? Je vais retourner à la conversation. Première phrase, hier, c'était l'anniversaire de ma fille. Et je vais vous en mettre une ou deux autres. Je vous envoie... Voilà. Je ne serai pas là pour le Zoom de ce soir. Et un dernier. Yesterday... Alors, je regarde vos réponses. Yesterday, it was my daughter's birthday. Great, perfect. OK. Est-ce que vous voyez une autre alternative ou pas? OK, bah Martine l'a mis. Nickel. Oui, mais... What's the birthday? Oui. Alors, Yannick, ouais. Donc là, on a deux choix, deux alternatives. Je vais repartir dans le partage d'écran. Hier, nickel. Donc, c'était l'anniversaire de ma fille. OK, on va voir ce qu'il nous propose. Oups, sorry. Avec un point, des fois, ça lui fait faire un... Il est plus content. Non, il me propose rien d'autre. OK. Donc, yesterday, donc hier, c'était, donc là, vous voyez... Pourquoi il met pas it was? Il a pas mis. Bon, il manque un peu. Il manque ça. Ah, voilà, it was. Peu importe. It was my daughter's birthday. Là, l'anniversaire de, de quelque chose, on va pouvoir utiliser le apostrophe S. Ça s'appelle le génitif. Après, le nom, on s'en moque un peu. Et ça va vous aider dans plein de situations. Chaque fois que vous parlez de la voiture de mon mari, le téléphone de ma fille, l'ordinateur de ma copine, peu importe, de mon collègue, et bien ça, vous allez pouvoir utiliser le génitif. On va prendre l'exemple de la voiture de mon mari. Là, vous avez, parfait, il nous a mis les deux. Vous avez le choix entre deux alternatives. My husband's car, et vous voyez qu'on a inversé, on met toujours qui devant. My daughter's birthday, my sister's whatever phone, my husband's car. Vous mettez qui, la personne qui possède la chose, apostrophe S, et le nom derrière. Vous voyez qu'en dessous, il nous a mis une autre alternative qui est possible, qui est un tout petit peu moins utilisée que l'autre. The car of my husband. Les deux sont clairement possibles. Donc là, on aurait pu dire, on pouvait dire my daughter's birthday, ou comme on me l'a proposé, the birthday of my daughter. Les deux sont possibles. Les deux sont clairement possibles. Et les deux nous donnent... Ah, je vous ai mis... Ah oui, forcément. J'ai inversé. Pour la manière. The birthday of my daughter. Voilà. Voilà, c'est bon, il avait trouvé. Vous voyez que les deux, ça donne l'anniversaire de ma fille. Honnêtement, je suis arrivée off my daughter. Donc voilà, pensez-y à chaque fois que vous parlez de quelqu'un et de ce qu'il possède en fait. Donc dans la fiche, je vous ai mis, je vais vous montrer l'écran, sur le document Word, je vous ai mis plusieurs exemples. It's the car of John.
It's John's car. Et vous voyez la prononciation, on va dire John's car. Vous arrêtez pas au milieu. Vraiment, John's, c'est comme si on écrit comme ça. John's. C'est comme si c'était comme s'il y avait un S collé à John. Et ne vous arrêtez pas là, ne dites pas John's car. Là, vraiment, c'est lié, c'est ce que je vous ai parlé, je vous en ai parlé la semaine dernière, le jeudi. C'est le linking, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas dire John's car. On va dire John's car. John's car. Vraiment, les deux sons sont vraiment comme si vous aviez un seul mot, comme si on le lisait comme ça. John's car. Et ça marchera pour tous. Chaque fois que vous avez un apostrophe S, on va globalement l'accrocher au mot d'après. Pour le téléphone de mon mari, it's the phone of my husband, qui marche, mais qui est un tout petit peu moins naturel et oral que my husband's phone. Les deux sont possibles, les deux, vous allez les entendre, mais globalement, tout ce qui prend moins de temps à être prononcé sera, on va dire, privilégié par rapport à une formulation plus longue. Donc, vous allez entendre plus souvent. Je vais la remettre dans le sens. Léa? Oui? Il y a un micro d'ouvert, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Alors, merci. Je vais regarder. Alors, ok, ça marche. C'est bon, normalement. Donc, chaque fois que vous allez... donc ça, vous le saviez peut-être déjà par rapport à quelqu'un. Vous voyez, my sister's husband. Et c'est assez utile pour parler des membres de votre famille. Le fils de ma sœur. Oui, le fils de ma sœur, on peut dire the son of my sister ou my sister's son. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà en tête. Vous avez donc les deux choix, mais sachez que celui-ci est très utilisé. Quelque chose que mes élèves savent moins, de manière générale, c'est qu'on peut former, on peut utiliser le génitif en fait pour d'autres cas de figure. Il y en a d'autres en plus, mais on n'en parlera pas ce soir. Le cas de figure principal, c'est celui-là. Quand vous voulez dire le Zoom de ce soir, les vacances de l'an dernier, chaque fois que vous dites un moment, que ce soit hier, aujourd'hui, demain, l'an dernier, l'an prochain, tout ça, et que vous dites quoi, vous pouvez utiliser la même chose. Donc là, je vous ai mis différents exemples. La leçon de ce soir, the class of today. On peut dire today's class. The meeting of yesterday, la réunion d'hier, yesterday's meeting. The party of last weekend, sorry. Last weekend's party. Et vraiment, c'est hyper utile pour dire, par exemple, les vacances de l'été dernier, last summer's vacations. Ce génitif-là, il va vraiment vous être utile pour parler de n'importe quel événement. Vous parlez d'une réunion, des vacances, un week, une soirée, enfin peu importe, un dîner ou je ne sais quoi, et que vous dites quoi en fait. Donc là, retenez, on peut dire today's, ça pour dire aujourd'hui, yesterday's meeting, ça c'est hier, last weekend's party, tomorrow's Zoom, le Zoom de demain, last week's meeting, today's appointment, le rendez-vous d'aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, noté, que vous aviez repéré ou pas? Et ça, c'est hyper oral et on s'en servira très souvent. Vous allez souvent l'entendre et je vous invite à essayer de vous en servir vous-même en commençant peut-être par today, yesterday, tomorrow et en ajoutant ce que vous devez dire, quoi. Donc, si vous m'envoyez un mail en disant je ne serai pas là pour le Zoom de la semaine prochaine. Alors, tiens, on va faire un petit exercice de traduction. Dites-moi comment vous traduiriez « Je ne pourrai pas venir au Zoom de la semaine prochaine ». Donc, « je ne pourrai pas venir », ça c'est quelque chose normalement qu'on a vu pas mal de fois. Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir ? Ici, ça, on va la leçon de mardi. Un autre exemple, si vous voulez vous aider. Donc là, vous voyez qu'on est toujours dans le je peux pas, j'ai pas pu, je pourrais pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment on s'en sort avec ce je peux pas, j'ai pas pu et je ne pourrais pas. Voilà. Pour la phrase que je viens de vous marquer, je n'ai pas pu venir, c'est avec I couldn't. Très bien, donc on démarre bien. I couldn't come to. Alors, je vais relire ce que je vous avais marqué.
la leçon de mardi. Donc là, on commence par Tuesdays. So, I couldn't assist. Pourquoi pas, ouais, ça marche aussi. I couldn't assist to the Zoom off next week. Alors, couldn't, alors attention. Donc, je vais reprendre mes deux phrases. Alors, je n'ai pas pu assister. Là, on est dans le passé. Donc là, on va dire I couldn't assist, ou I couldn't come, I couldn't join, ce que vous voulez. Tuesday's lesson. Ok, donc ça, c'est dans le passé. Je n'ai pas pu venir. Je n'ai pas pu me joindre à vous. Je n'ai pas pu venir à la leçon de mardi. Si vous vous dites, on reprend la question que j'ai mis, je n'ai pas, alors, je sais pas, je ne pourrais pas. Et moi, j'ai fait une faute en plus. Je ne pourrais pas au futur. Donc ça, couldn't, c'est par rapport au passé. Donc soit vous avez pu, j'ai pu venir, et là, I could come. Soit je n'ai pas pu venir, I couldn't come. Donc ça, on est au passé. Vous vous souvenez ou pas comment... Ah oui, je l'ai vu passer. Comment on s'en sort pour parler de plus tard. Je ne pourrais pas, je ne serai pas en mesure de, je ne serai pas en capacité de. I will be able to go to some job. Alors oui, ça, c'est quasiment ça. Donc en effet, c'est avec will be able to. Vous vous souvenez qu'au futur, on ne peut pas dire I will can, I will could. On ne peut pas mettre deux verbes modaux ensemble. Donc pour dire je pourrais, je ne pourrais pas, etc., on va devoir utiliser will. Si vous dites I will be able to come next week. Voilà. Si vous dites ça, I will be able to come next week. Je vais venir, je vais pouvoir, je serai en mesure, je serai en capacité. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est I will be able to come. Je serai en mesure, en capacité de, je pourrai venir. Par contre, si vous ne pouvez pas venir, on va mettre avec la négation. Ouais, I won't be able to come. Donc, si ça, c'est encore compliqué pour vous, moi, je vous invite vraiment à prendre ces phrases, toutes celles qui sont comme il faut que, je n'ai pas pu, je pourrais, je peux, et vous les mettez sur les petits papiers et vous mettez en face ce que c'est. Et vous les mettez toutes. Il faut que je fasse. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu réviser. J'ai pu travailler. Et vous les mettez toutes je vais y arriver. À la négation, à l'affirmation. Vous les mettez toutes comme ça, parce que ça, des phrases, elles servent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut que ça rentre et que ça devienne automatique. Je peux le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas parler. Peu importe, vous pouvez modifier un tout petit coup un verbe. Je ne pourrais pas t'aider, peu importe. Je pourrais t'appeler. Voilà. Vous mettez toutes ces petites phrases au présent, je vais arriver en français, sur un papier. Et de l'autre côté, vous mettez en anglais ce que ça donne. Donc, avec je peux, c'est I can do it. Je peux le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas t'aider. Vous mettez I cannot ou I can't help you. Et si vous voulez, voilà, changer juste un petit verbe à chaque fois pour voilà, varier un tout petit peu. Et surtout, au passé, au futur, mettez bien je ne pouvais pas le faire. Si ça vous intéresse, je vous les marque toutes, comme ça vous les aurez. Je pouvais courir vite avant. I could run. Vous vous souvenez, je vous avais dit je pouvais et je n'ai pas pu. Les deux, c'est could en face. Donc, je vous mets toutes les phrases quand même. Je n'ai pas pu t'appeler. I couldn't call you. J'ai pu regarder une série ce week-end. I could watch a TV show last weekend. Et on fait pareil pour le futur. Je vous l'ai mis peut-être déjà, je ne sais plus. Je pourrais et je ne pourrais pas. Je pourrais. Bon, voilà, vous l'avez déjà, mais je pourrais venir. I will be able to come. Je ne pourrais pas venir. Continuer, peu importe. I won't be able to continue. Donc ça, c'est hyper important que vous
que ça devienne automatique, parce que ça, c'est des tournures de phrases qu'on utilise tout le temps. C'est comme le « il faut que je travaille »,« il faut que je progresse », peu importe. Hop, I have to improve. Et faites attention, n'hésite pas « progress », c'est pas ça qu'on doit dire. Il faut que tu fasses attention, You have to be careful. Ces tournures de phrases, en fait, c'est des trucs qu'on s'en sert tout le temps, même en français. On se sert très souvent de ces phrases-là. Tout ce qui vous sert énormément en français, enfin, toutes les tournures de phrases et le vocabulaire qu'on utilise tous les jours, tout le temps, en français, ce sera le même quasiment en anglais. Des tournures de phrases comme, je sais pas moi, quand les poules auront des dents, voilà, ça vous sert à rien. On s'en sert pas si souvent que ça. Donc, toutes les phrases que vous répétez toute la journée en français, tu as raison, tu as tort, ou je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est juste, on s'en sert tout le temps. Donc ça, il faut absolument que vous les maîtrisiez et que ça devienne automatique. Donc le plus efficace, à mon sens, c'est de faire une courte phrase. Vous la mettez d'une couleur en français d'un côté et vous la mettez en anglais de l'autre côté. Et là, vous les mettez sur votre bureau et si c'est là, vous n'apprenez que ça. Enfin, pas que ça, mais voilà, dans un premier temps, si ça, vous n'êtes pas encore au clair de il faut que, tac, c'est automatique, I have to. Parfois, vraiment, si vous êtes ultra obligé, vous pouvez utiliser I must. Mais tant que ça, c'est pas tout à fait automatisé complètement, le reste du vocabulaire, laissez-le un peu de côté, quoi. Vous avez vraiment à automatiser toutes ces phrases-là avant de passer à la suite. Je vous ai dit, par exemple, je suis d'accord. Ça, pareil, vous pouvez noter sur une phrase I agree. Ne dites pas I am agree. C'est pas comme ça qu'on dit en anglais. Le verbe agree veut dire être d'accord. Donc c'est je suis d'accord, I agree. Je vous en mets une autre. J'aimerais. Je vous laisse essayer. Quand je dis j'aimerais, par exemple, j'aimerais voyager. Est-ce que vous voyez comment... Ouais, super joli. Donc là, ça, pareil, ça devient automatique, c'est parfait. Le j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais, tout ça, c'est une phrase, on s'en sert 50 fois par jour en français. En anglais, c'est pareil. C'est une phrase, si vous ne retenez qu'un truc avec would, c'est celle-là. I would like, I'd like. Souvenez-vous qu'on va rarement dire I would like to travel. On va pas le dire comme ça. Écoutez bien la différence. Donc, on aura tendance à vouloir dire tout prononcer bien, à faire des petites pauses. I would like to travel, bien prononcé. Mais ce que vous allez entendre dans la réalité, c'est I'd like to travel. I'd like to travel. Le to, en fait, on ne prononce jamais comme ça. Et c'est quelque chose que vous verrez dans la formation que je vous donnerai accès. On dit quasiment t, comme ça, t. Comme si c'était qu'un son T, en fait. I'd like to travel. To travel. Vous n'entendez même pas le to, en fait. I'd like to travel. I like to travel. Donc, ne prononcez pas would complètement comme ça, parce qu'on le prononce quasiment jamais entièrement, quoi. Notez que le L, si vous voulez vraiment dire would, est silencieux. On ne le prononce pas. On ne dit pas would, mais would. C'est exactement la même prononciation que ce mot-là qui veut dire forêt. The wood. Pour info, on a la même prononciation pour should et could. Could, on le dira quasiment comme ça, là, comme le could. Le L ne se prononce pas. On ne dit pas should et could. Le L, il est silencieux, on ne le prononce pas. Donc, vous pouvez... vous ne le prononcerez pas non plus. Alors, je repars avec le partage d'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver des petites phrases comme j'ai hâte de, j'ai envie de, des petits bouts de phrases comme ça. Vous les mettez en français, en anglais de l'autre côté, et ça, il faut que ça devienne automatique. C'est comme ça, à force d'avoir des petits bouts de phrases, I'd like to, I have to, I must, I will be able to. À force d'avoir des mini bouts de phrases, c'est là où vous allez commencer vous-même à pouvoir créer les vôtres et être plus à l'aise pour former vos phrases. Là, je vous ai mis comment traduire pour, parce que c'est quelque chose où vous aviez un peu de mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la différence entre for et to. On a deux cas de figure. Et donc là, pareil, si vous ne savez plus, il vous suffit de taper dans le dictionnaire et je vais changer d'écran. Voilà, je remets l'écran là. Vous tapez dans le dictionnaire et il va vous mettre le bon, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la différence. For, vous avez un nom derrière. Donc, j'apprends l'anglais pour le plaisir. I learn English for fun, for pleasure. Donc là, vous avez un nom derrière
pour, donc il faut mettre for. Chaque fois que vous avez une petite phrase comme ça à traduire, si vous avez du mal à savoir un petit peu quelle préposition on met, quel temps on met, etc., je vous invite vraiment à utiliser le dictionnaire là, pas de souci. Par contre, si vous pouvez, juste avant de taper en entrée ou avant vraiment de l'utiliser, vous avez votre phrase dans votre tête en français, essayez de voir si vous n'avez pas, avant de traduire, voyez si vous n'avez pas déjà un petit peu de vocabulaire et une idée globale de qu'est-ce qu'on va mettre dans cette phrase. Petit à petit, vous allez pouvoir vous passer du dictionnaire à force de faire l'exercice comme ça. Là, par exemple, j'apprends l'anglais pour le plaisir. Oui. Léa, moi, c'est surtout avec le le. Là, c'est marqué, j'apprends l'anglais pour le plaisir. Alors, pourquoi il y a Ouais. Alors toi le THE for the pleasure? Ah, où est-ce qu'on le met ou comment on le prononce? Non, en français, on dit le plaisir et en anglais, il n'y a pas le. Ouais. Alors là, je vous avoue, for fun, ça me va. Et on le dira comme ça. Pour le plaisir, I learn English for fun. Par contre, là, I learn English for pleasure. Je dirais plutôt for my pleasure. Ce serait un peu bizarre de dire pleasure tout seul. Bah justement, en fait, il y a une explication théorique, mais honnêtement, c'est comme toutes les explications de grammaire, j'ai beaucoup l'année, ça va pas forcément grandement vous aider. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment à chaque fois, voilà, prenez le temps s'il faut. Au pire, faites vos phrases vous-même, mais allez voir ensuite, en utilisant le dictionnaire, en fait, c'est ces doutes-là que vous allez lever petit à petit. Justement, en voyant pour le plaisir, eh ben, il faut que vous repériez. Attends, pour le travail. On va essayer avec autre chose. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, for work. Et bien là, en fait, la meilleure chose pour savoir quand est-ce qu'on met the, quand est-ce qu'on ne met pas, c'est d'y aller phrase par phrase. Honnêtement, je pourrais vous donner l'explication théorique, mais c'est comme le reste. Ça vous aidera sur le coup, vous dites, ah bah oui, c'est vrai, j'ai tout compris, c'est comme le depuis avec for et since. Puis une fois que vous allez parler, ça va pas forcément, vous n'allez pas forcément l'automatiser et vous en servir. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le dictionnaire comme ça et juste de voir, ah ouais, d'accord, donc là, j'apprends l'anglais pour le travail et en face, for work. On va pas dire for the work, c'est vraiment bizarre. À force de lire, d'entendre de l'anglais, petit à petit, vous allez plus vous poser de questions avec ce the, est-ce qu'il faut ou pas, ça va devenir automatique. À force d'entendre des phrases, I learn English for fun. What do you do for fun? Do you need to learn English for work? Do you need English for traveling? À force d'entendre for plus un nom derrière sans le the, vous allez petit à petit le mettre en place et vous n'allez plus trop vous poser la question. Je vais essayer de réfléchir à une autre façon de vous expliquer ça, si je peux, qui pourrait vous aider. Mais pour moi, la meilleure des choses pour la grammaire, c'est vraiment chaque phrase où vous dites, tiens, comment je traduis ça? Est-ce que je dois mettre le ou pas? Vous mettez dans un dictionnaire, vous regardez, il y a le the ou pas, vous le mettez ou pas. Et n'allez pas trop chercher l'explication de grammaire derrière parce que ça, je suis pas sûre que ça puisse vous aider, quoi. Je vais voir si j'ai d'autres. Voilà, pour le travail, j'avais un autre exemple que je vous avais fait. Oui, je l'ai marqué, je suis bête. Voilà. Je veux progresser, voilà. Je veux progresser en anglais pour le travail. Vous voyez en face, for work. Et en fait, pour moi, il faut le retenir comme ça, en fait. Il faut juste que quand vous tapez votre phrase, vous voyez pour le travail et que vous ayez la curiosité de voir dans le dictionnaire qu'est-ce qu'il vous propose. Ok, il n'a pas mis for the work. Bon, ok, c'est comme ça qu'on dit. Vous la recopiez, vous essayez petit à petit de vous en imprégner, vous le lisez à haute voix, et petit à petit, ça va devenir automatique. On va dire for work, for pleasure, parce que là, on ne dira jamais for the work, for the pleasure, for the fun. C'est vraiment bizarre. Si vous le dites, c'est pas grave. C'est comme d'habitude, les erreurs de grammaire, elles vont jamais vous empêcher d'être compris, à part une exception ou deux, mais globalement, si vous dites I want improving my English for the work, on vous comprend. C'est un peu bizarre, mais on vous comprend quand même. Donc, c'est pas grave si pour l'instant, vous n'avez pas vraiment compris où est-ce qu'il faut le mettre ou pas. Moi, je vous conseille plutôt de vous mettre à lire et à écouter le plus d'anglais possible. Et à force d'entendre de l'anglais et d'entendre, des fois, il y en a, des fois pas, l'article, vous allez comprendre petit à petit comment ça fonctionne, quoi. C'est comme ici. Ça, c'est de la grammaire aussi. Je veux progresser. On l'avait vu un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand il y a deux verbes de suite, en français, on va dire j'ai besoin de manger, j'ai envie de rester. Là, le verbe, il n'est pas conjugué, le deuxième. En anglais, on a deux cas de figure. Soit vous avez ça, to improve,
Soit il y a d'autres cas de figure. Arrête de mettre ça à dire de gros mots. Arrête de dire des gros mots. Vous avez deux cas de figure. Vous avez arrête de dire. Là, le verbe n'est pas conjugué. Je veux progresser. Là, il n'est pas conjugué non plus. Deux cas de figure en anglais. Soit vous avez votre verbe to plus votre verbe, soit vous avez ing. Ça, pareil, vous pourriez apprendre la liste des mots qui prennent ing, etc. Mais une fois que vous parlerez, la liste, les parties, c'est comme les verbes réguliers. Vous avez beau les apprendre par cœur. Au moment où il faut s'en servir, souvent, vous n'êtes pas sûr de quand est-ce qu'il faut utiliser votre prétérit ou pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, selon moi. Là, ce qu'il faut faire, c'est que phrase par phrase, voilà, quand vous avez cette phrase, je veux progresser en anglais, vous n'êtes plus trop sûr, est-ce qu'on dit I want to improving, I want improving, I want to improve. Vous mettez dans le dictionnaire. Au pire, si vous n'étiez pas sûr, c'est signe que vous n'avez pas encore retenu comment structurer cette phrase et vous la mettez sur un papier. Honnêtement, chaque fois que vous faites une phrase et vous n'êtes pas trop sûr de comment vous l'avez construite, si elle est juste ou pas, et que vous avez besoin du dictionnaire, cette phrase-là, si elle vous semble pertinente et que vous allez pouvoir la réutiliser plusieurs fois, que ce n'est pas une phrase où vous expliquez un truc que vous avez fait une fois et vous savez que vous n'allez jamais vous en servir, eh bien, vous mettez cette phrase-là, je veux progresser en anglais pour le travail, vous mettez de l'autre côté, I want to improve my English for work. Et ça, vous la mettez sur les petits papiers qui restent sur votre bureau, puis vous révisez de temps en temps. Alors, je suis partie dans cette explication-là. Oui, voilà, c'était pour la différence entre for et to. Ouais. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Alors, là, je vous mets... Alors, attendez, je coupe le partage d'écran pour vous laisser l'opportunité de... comment je fais ça? Non, stop. Je sais pas. Arrête, voilà. Je vais vous laisser traduire cette phrase-là que j'ai mis. Voilà, j'aimerais m'améliorer en anglais pour parler en voyage. C'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est pas si mal. Alors là, déjà, si vous avez cette phrase-là qui dit « Ah mince, j'aimerais, je sais plus trop, m'améliorer », comment on dit, est-ce qu'on dit « ameliorate », je sais plus, pour, je sais plus si c'est for, c'est tout. Donc voilà, vous allez ensuite la coller dans le dictionnaire, mais avant, essayez de voir s'il n'y a pas un ou deux éléments que vous retrouvez. Le « j'aimerais », on l'a vu tout à l'heure, « I'd like ». M'améliorer, vous pouvez dire, tiens, c'est vrai que c'était pas progress, c'était un truc avec get, il y a peut-être improve, je suis plus trop sûre. Donc, vous avez déjà amélioré, normalement, vous avez déjà commencé à avoir des réflexes, c'est get better, c'est improve, par exemple. Et, par exemple, pour parler, bah tiens, mon verbe, il n'est pas conjugué, pour, je sais qu'il y en a deux, mais je ne sais plus trop lequel. Et après, vous traduisez. Et comme ça, vous voyez déjà en fait, vous allez voir aussi les blocages qui vous restent, en fait. Si vous avez le I would like to improve in English to travel, ok. Si vous arrivez carrément à faire un semblant de traduction et que vous traduisez, vous allez voir où est-ce qu'il y a des erreurs. Vous allez voir où est-ce qu'il reste des blocages et ce que vous n'avez pas vraiment compris, en fait. Donc là, super. Donc là, pareil, vos traductions sont bien. Parce qu'en fait, vous avez beau avoir dans votre tête, j'aimerais progresser en anglais pour pouvoir parler pendant mes voyages. C'est pas grave si vous ne traduisez pas ça mot à mot. Si vous n'avez pas votre dictionnaire sur la main, tout ce qui compte, c'est pouvoir donner l'idée. Voilà. I want to improve in English. I want to travel. I want to speak to people. Voilà. Au pire, vous m'en faites 3 phrases, c'est pas grave. Au pire, vous ne dites pas l'idée pile poil, parler en voyage. Vous dites seulement I want to travel and speak to people. Je vais vous les marquer. I want to travel and speak to people. Il faut vraiment pas que vous restiez figé sur j'ai une phrase en français, je veux absolument la traduire comme ça, telle qu'elle en anglais. Vous pouvez vous éloigner un petit peu et puis dire un petit peu autrement, c'est pas grave. Donc là, si vous êtes bloqué avec parler en voyage, comment on va dire ce truc-là, ben vous faites autrement, c'est pas grave. Vous pouvez, on n'est pas à l'école avec un exercice de traduction où il faut vraiment traduire mot à mot et bien reprendre la même idée. I want to travel and speak to people. Ça, c'est une phrase dans la langue où vous pouvez tous la faire. I want to, un verbe, et vous rajoutez par un deuxième verbe, and speak to people. Si on prend vraiment la phrase que je vous ai mise, je vais la relire. J'aimerais m'améliorer en anglais pour parler en voyage. Ok. Moi, je la traduirai comme ça. Donc, I'd like to improve ou to get better, n'importe, in English, to be able. Ouais, je mettrai quand même comme ça.
moi, je la ferai comme ça. I'd like to improve, to get better in English, to be able to speak when I'm traveling. Mais on peut, globalement, vous avez une idée de ça. Voilà, mon but, c'est quoi? C'est de voyager et de parler aux gens. Mais vous avez 1000 façons de le dire. Restez pas bloqué sur en parler en voyage. Vous voyez que dans votre langue, en français, c'est notre langue maternelle, on va avoir des phrases, entre guillemets, complexes ou au moins d'un niveau de complexité supérieur par rapport à ce que vous savez dire en anglais. Donc, il ne faut pas hésiter à vous demander la phrase que j'ai là en français, que je veux dire, est-ce que je ne peux pas la tourner autrement? Est-ce que je ne peux pas dire les choses plus simplement? Et globalement, là, je pense que là où vous en êtes, vous avez tous globalement à peu près l'anglais nécessaire pour faire des phrases courtes et dire à peu près ce que vous voulez, ce genre de phrase que je vous ai fait. I want to improve, I want to speak to people, I want to travel. Au pire, vous m'en faites 3 phrases, pas grave. Donc là, I'd like to improve, to get better in English. Vous voyez, je vous ai recollé le to be able to, pour être en mesure de, pour pouvoir tout simplement parler quand je voyage. On pourrait dire aussi to speak to locals on my travels. Voilà, pendant mes voyages, quelque chose comme ça. Il y a vraiment plein de façons de traduire cette phrase. Il n'y en a pas qu'une seule. Je vous ai mis une autre phrase qu'on va essayer de traduire aussi. C'était j'ai hâte de partir en vacances pour me détendre. Donc là, quand vous avez ça, vous voulez dire, vous pouvez dire déjà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me sautent aux yeux où je me dis, oui, ça, je sais déjà le dire, même si vous ne savez pas faire la phrase. La structure, là, la grammaire, elle vous manque, mais il y a des mots normalement ou des petits bouts de phrases que vous pourriez normalement utiliser, savoir. Voilà, donc déjà, I can't wait. Ok, vous avez un bout. Donc ça, c'est nickel. J'ai hâte, I can't wait. Parfait. Vacances, peut-être normalement, vacations, holidays. Donc ça, c'est l'exercice que je vous propose. Chaque fois que vous pratiquez avec quelqu'un ou vous tu relax, ok, parfait, donc se détendre, relax, on l'a en français, c'est quasiment pareil. Donc là, je vais vous partager mon écran. Donc voilà, l'exercice que vous pouvez faire, c'est ça. C'est vous faites votre phrase, vous essayez de voir si vous pouvez vous en sortir tout seul, à faire des phrases plus courtes, autrement ou quoi. Et si vous voyez, si vous arrivez à trouver une partie des éléments, holiday, I can't wait, pour j'ai hâte. Mais après, vous n'êtes pas sûr, est-ce que je dis to leave on holiday? Est-ce que c'est to go? Est-ce que c'est leaving? Pour me détendre, est-ce que c'est for relax? To relax me? Je sais pas trop. Ah mais tiens, relax, me détendre. C'est vrai que vous pourriez vous demander, voilà, est-ce que c'est relax myself? Est-ce que c'est relax me? C'est pas parce que vous avez des mots et des bouts d'expression, des bouts de phrases que vous allez réussir à créer toute votre phrase. Donc c'est pas grave. Dans un premier temps, allez-y par étapes. Vous avez votre phrase. Vous voyez s'il n'y a pas des petits bouts que vous pouvez traduire. Relax, se détendre, ok. Holiday, vacations, les vacances. J'ai hâte, c'est I can't wait. Partir, j'ai appris à l'école que c'était leave. Mais est-ce que c'est ça qu'on utilise? Je suis pas sûre. Voilà. Même si vous n'arrivez pas à agencer votre phrase, vous avez déjà identifié 2-3 petits bouts. Et ensuite, vous mettez dans le dictionnaire, vous regardez, vous avez I can't wait, ok, donc ça c'est validé, c'est ce que j'avais trouvé, nickel. To go, donc là on ne va pas dire to leave, parce que leave c'est dire partir, mais c'est on quitte quelque part, c'est un peu bizarre pour dire partir en vacances. Là on va dire on holiday, et pas in holiday, ou quelque chose comme ça. Et on va dire to relax, et pas to relax myself, ou to relax me. Ça, vous pouvez par exemple, ce genre de phrase, pareil, la noter sur un papier, recto verso, français d'un côté, anglais de l'autre. Et ça, pour moi, je ne sais pas si vous faites... je vais juste un commentaire. Je ne sais pas si vous notez des phrases. I can't wait to go. Voilà, il manquait juste pour Julie, on holiday. I can't wait the holidays to chill. Parfait, Pascal, ça marche aussi, ouais. Il n'y a pas qu'une façon de traduire, là, ça marche. I can't wait for the holidays to chill. Chill, se détendre, ça marche aussi. Attends, je vous mets. Voilà. Donc, vous voyez que le dictionnaire, en fait, il vous comble les trous. Est-ce qu'on dit relax me, for relax, to relax, je ne sais pas trop. Enfin, voilà. Toutes les questions que vous posez de syntaxe, de grammaire, de tout le lien entre les mots, là, le dictionnaire, il va vous donner ça. Et petit à petit, à force de faire ça, je mets ma phrase, je la traduis et je regarde ce qui se passe. À force, vous allez prendre le coche et petit à petit, vous allez pouvoir faire vos phrases. Peut-être que vous allez vous rappeler, en voyant cette traduction, qu'on a vu que pour, on va dire soit for, quand on dit j'apprends l'anglais pour le plaisir, là on va dire for fun ou for pleasure. Et quand c'est un verbe derrière, et je vous ai mis d'autres exemples, je vais aller les rechercher. Voilà.
Alors, j'ai mis je veux progresser pour parler anglais, parler aux autres, aux touristes, aux touristes. Là, ici, vous voyez que pour plus un verbe, c'est tout simplement to speak. Il y a beaucoup de gens qui vont dire for to speak. I'm learning English for to speak to people. À force de lire, d'écouter en anglais et de faire des traductions comme ça, le for, vous allez le laisser tomber. Si vous dites for to speak, on vous comprend quand même. Si vous dites I can't wait to go on holiday for to relax, c'est pas grave si votre for il est là, on vous comprend quand même. Petit à petit, à force de vous faire vos petites cartes et de regarder pour me détendre, to relax, je veux progresser pour parler, to speak, c'est comme ça que la grammaire elle va rentrer. Voilà, pour for et to. Donc retenez que pour plus un nom pour les vacances. Par exemple, j'ai acheté des lunettes de soleil pour les vacances. Donc là, c'est un nom. On va dire for the holiday. Par contre, si vous dites j'ai acheté des lunettes de soleil pour me protéger du soleil, là, on va dire to protect myself from the sun. Là, on a to parce que c'est un verbe derrière. Hop. Je regarde ce que je vous ai préparé d'autre. Ah oui, je veux quand même vous parler de ça et on va finir là-dessus. Je vais vous montrer une dernière chose par rapport à poser une question parce que je crois que c'est quelque chose qui pose un problème à beaucoup de gens. Et ensuite, je vais vous parler 2 secondes de pourquoi les flashcards plutôt qu'une liste de papier. Et je vais vous demander si vous faites des listes papier. Si vous n'en faites pas, je ne vous donnerai pas forcément d'explication. On va se quitter juste sur donc ça. Comment poser une question? On a déjà vu une première fois que le et, ce, que n'existe pas en anglais. Ça n'existe pas. Voilà. Notez bien que vous avez 3 types de questions en français pour poser une question. Est-ce que tu veux venir? Tu veux venir? Veux-tu venir? Voilà, ça marche pour toutes les questions. Est-ce que tu es français? Es-tu français ou tu es français? Voilà. Vraiment, toutes les questions, globalement, on va pouvoir les poser de 3 façons. Est-ce que vous vous souvenez de l'alternative? Enfin, qu'est-ce qu'on dit en anglais, en fait, tout simplement, pour cette question-là? Do you want to come? Ok, alors, je vois pas qui c'est qui a mis ça, Marion. Ouais. Alors là, en fait, vous n'avez qu'une... Alors, un jour, vous verrez qu'il y a 1% des cas où c'est pas ce que je vous ai dit, mais là, ici, vous n'avez qu'un cas de figure. Hop. Bougez pas. Et je vais vous montrer que je ne mens pas avec le dictionnaire. Là, ici, pareil, si vous ne savez plus, vous posez une question. Est-ce que tu veux venir? Si vous ne savez plus comment on pose une question, ben voilà, vous mettez un dictionnaire, tout simplement. Do you want to come? Tu veux venir? Hop. Do you want to come? Veux-tu venir? Vous voyez que le dictionnaire, en face, il met toujours la même chose. Do you want to come? C'est comme ça qu'on va poser une question, en fait. L'immense majeure partie du temps, vous posez une question à la personne qui est en face de vous. Donc, est-ce que tu ou est-ce que vous, quelque chose. Et globalement, ça va être do you something. Do you plus votre verbe. Plus votre question. Voilà, do you something. Si vous dites est-ce que tu parles anglais? Parles-tu anglais? Tu parles anglais? Ce sera pareil pour moi. Pour poser une question, dites-vous que dans l'immense majeure partie des cas, on va commencer par do you something. Do you speak English? Vous voyez que, quelle que soit la façon dont on pose la question en français, en anglais, on a toujours do you something. Donc là, je dis, vous allez poser des questions à l'autre. Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes ton travail? Bon, je ne vous mets pas les 3 à chaque fois, parce que vous avez compris, c'est la même chose. Aimes-tu ton travail, etc. Do you like your job? Retenez que dans l'immense majeure partie des cas de figure, on va dire do you et votre verbe. Do you like your job? Do you have children? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Do you have children? Vous voyez? Ce sera toujours do you, do you, do you. Pas toujours, mais l'immense majeure partie des cas. On va juste voir rapidement et je vais voir si vous y arrivez sans moi. Si on pose une question par rapport au passé. Donc, est-ce que tu as appris l'anglais à l'école? Voilà, vous allez poser des questions à la personne
en disant, voilà, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as un travail, est-ce que tu aimes ton travail, est-ce que ceci. Tout ça, ce sera souvent do you, et votre verbe. Par contre, vous allez poser des questions aussi pour dire, bah, est-ce que tu as appris l'anglais à l'école, est-ce que tu as passé un bon week-end? Qu'est-ce qu'on dit là? Ouais, super, did, tout simplement. Donc, did, bah, c'est le passé du verbe do. Donc, dites-vous bien, alors il y en a d'autres, les questions, et on le verra peut-être la prochaine fois. Mais souvent, quand vous allez poser une question, est-ce que tu as appris l'anglais à l'école? Did you? Et oui, c'est la même structure. On n'a plus do, parce que c'est au passé, on a did. Did you learn English at school? Est-ce que tu as travaillé le week-end dernier? Pourquoi le week-end dernier? La semaine dernière, quand même. Est-ce que tu as travaillé la semaine dernière? Did you work last week? Vous voyez, c'est toujours le même format. Did you something? Did you work? Did you like? Did you whatever? Donc, chaque fois que vous avez est-ce que quelque chose, déjà, attention, dites-vous qu'en anglais, il n'y a pas. Et au présent, l'immense majeure partie du temps, c'est do you something? Vous allez poser la question à quelqu'un, à la personne qui est en face de vous. Vous n'allez pas dire est-ce qu'il a aimé, je ne sais quoi. Vous posez la question en face. Et quand vous posez la question de est-ce que tu as travaillé, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as passé une bonne semaine, est-ce que tu as-tu passé un bon week-end? Passé un bon week-end. Il faut que vous ayez le réflexe qui t'affiche. Je pose une question sur quelque chose qui est terminé. C'est avec did. Did you have? Did you learn? Did you like? Did you whatever? Ok. Donc j'espère que ça vous aide. Mais voilà, pour poser une question, c'est l'immense majeure partie du temps, vous allez dire do you quelque chose ou did you quelque chose si on parle du passé. Alors have you get? On garde ça pour une prochaine fois. Ok, sure. Bye Martine. C'est déjà parti. Voilà, donc vous posez les questions. Dites-vous que voilà, globalement, on va tourner autour de ces deux alternatives. Do you something? Did you something? Posez vos questions. On verra, il y a d'autres cas de figure, mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Juste un dernier point par rapport aux flashcards contre les listes de vocabulaire. S'il y en a qui pensent avoir une mauvaise mémoire, qui ont du mal à retenir des choses comme ça, regardez pas forcément sur... c'est pas forcément vous le problème, hein. C'est peut-être ce que vous mettez en place. C'est pas forcément les mots que vous retenez qui sont pas bons ou quoi, c'est la façon dont vous abordez les choses. Moi, ce que je vous conseille de faire le plus possible, c'est d'utiliser des ressources tout au long de votre semaine. Par exemple, la ressource Hello, qui est vraiment très bien, c'est un site internet où vous avez des extraits très courts, hein, des petits podcasts très courts avec la transcription. Tout au long de votre semaine, vous prenez une feuille de brouillon ou un carnet, j'en sais rien, mais brouillon c'est mieux, je trouve. Vous marquez des bouts de phrases, ou quand vous faites vos phrases sur Facebook ou que vous communiquez avec quelqu'un, vous notez ça, français et anglais, vous notez au brouillon comme ça rapidement, et une fois par semaine, ou une fois tous les je ne sais combien, vous vous posez 5 minutes et vous faites des petites cartes. Une liste papier comme ça avec français-anglais, ça vous aidera pas beaucoup pour la mémorisation. Déjà parce que vous allez toujours repartir du dessus et aller vers le bas et vous n'allez jamais arriver au bout de votre page. Et, voilà. Et aussi, en fait, vous avez les deux alternatives devant les yeux. Donc, ça ne fait pas du tout travailler votre mémoire. Les flashcards, que ce soit sur Quizlet ou papier, ça vous fait travailler la mémoire parce que vous avez que le mot en français ou l'expression en français, comme quand vous pensez et vous dites « je veux dire, j'ai hâte d'être à ce week-end ». Et il faut que vous trouviez la solution. Comment on dit ça en anglais? Si vous faites juste une liste, vous n'allez pas revenir. Vraiment, il vaut mieux faire un moins, avoir des petites fiches papier, recto verso, que d'avoir juste des listes complètes de cahiers et des trucs que vous n'allez jamais revenir. Et surtout, plus vous en notez, moins vous passez du temps à réviser. Donc, vous mettez des petites cartes, et une fois que c'est bien maîtrisé, vous les mettez de côté, vous les laissez tomber. Pensez bien que les flashcards, c'est pour le vocabulaire et la grammaire. Et surtout, si possible, le plus possible, faites des bouts de phrases. Faites pas juste un mot tout seul. L'idéal, c'est vraiment un petit bout de phrase, 3-4 mots. Comme ça, c'est plus facile à réutiliser. Donc voilà. C'est tout pour moi ce soir. N'hésitez pas si vous aviez des questions par rapport à ça, par mail, par Facebook, vous pouvez me les poser. On se retrouve jeudi. Si vous n'avez pas le temps de préparer plus que ça, eh bien, vous allez improviser. Mais c'est juste une première approche pour pratiquer ensemble. Et puis dites-vous bien que toutes les questions qui vont surgir à ce moment-là, bah mince, comment on dit ci, comment on dit ça, je sais pas trop faire cette question, bah c'est signe que c'est là où ça pêche. Et c'est ça qu'il faudra aller travailler et vérifier. Si à chaque fois vous êtes là, mince, je sais toujours pas comment poser cette question, j'arrive pas, et ben c'est ça qu'il faudra travailler. Donc c'est très bien. Si partout ça bloque, c'est signe que
c'est là où il faut aller lever les doutes, les interrogations. Donc, c'est très bien. C'est bien de pratiquer, même si vous ne passez pas toutes les 45 minutes à parler anglais, parce que ça va vous montrer vos blocages. Ah, maman, je ne sais jamais comment on dit ça, ou j'arrive toujours pas à poser une question, à faire une négation, j'arrive pas à parler au passé, j'ai toujours pas compris le prétérit, etc. Donc, c'est vraiment très utile pour ça. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé. Je vous mets ça en ligne demain ou quelque chose comme ça. Et puis, on se voit jeudi donc pour pratiquer sur les 3 petits thèmes que je vous ai choisis. Have a good evening. Talk to you on Thursday. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bye.